cassez vos télévisions. On ne le dira jamais assez. Bien, mesdames, messieurs, au nom de Civitas Île-de-France et Civitas Paris, je vous remercie de votre présence. Et nous sommes honorés de la présence de notre président, Alain Escada, qui est venu spécialement de Belgique pour vous parler du militantisme. Mais auparavant, avant de lui laisser de la parole, nous allons commencer par une petite prière. Donc je vais vous demander de vous lever. Et ensuite, nous aurons cette conférence. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre du mal, ainsi soit-il. Notre-Dame du Salut, priez pour nous et sauvez la France. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous. Merci beaucoup. Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, donc je vais remettre le micro à Alain Escada. Je pense que vous êtes tous désireux de l'entendre et il va nous parler de la manière de militer efficacement et utilement. Cher Président, encore une fois, merci de votre venue et j'ai le plaisir donc de vous demander de nous enseigner. Merci beaucoup, professeur, pour m'accueillir dans votre section dynamique et merci à vous d'avoir répondu si nombreux à l'invitation de cette section parisienne. Je veux dire que je suis positivement surpris par le fait que ce restaurant soit si bondé pour accueillir cette conférence. D'autant que le thème du militantisme n'est pas nécessairement celui qui intéresse le plus grand nombre. Et donc, j'essaierai de le rendre aussi attrayant que possible et également instructif, naturellement, pour chacun d'entre vous. Parler du militantisme au sein de Civitas, c'est d'abord évidemment l'occasion de revenir sur ce que nous appelons le triptyque sur lequel se base l'engagement des militants de Civitas. Nous considérons, et c'est sans doute ce qui nous distingue en préambule d'emblée de l'essentiel des mouvements politiques traditionnels, y compris ceux de la droite nationale, c'est que nous considérons qu'il faut que l'engagement politique repose sur un triptyque qui est la prière, la formation et l'action. Je développe naturellement. La prière, il s'agit que notre engagement militant, notre engagement politique, soit profondément enraciné dans une vie intérieure. Nous considérons que c'est le préambule à toute efficacité souhaitée pour mener ce beau combat. Si nous voulons obtenir des grâces, si nous voulons mériter des victoires, il s'agit obligatoirement que nous le méritions. Et pour le mériter, il faut que nous ayons une vie spirituelle qui permette d'obtenir ces cadeaux du ciel. Il est donc important que nous ne soyons pas que des catholiques de papier, que nous ne soyons pas non plus que des catholiques du dimanche, mais que nous ayons à cœur vraiment d'avoir une vie intérieure qui rythme notre quotidien. Il faut ensuite avoir à l'esprit l'importance de la formation. L'importance de la formation, elle est essentielle. Tout militant devrait en être immédiatement convaincu par le simple fait que si nous voulons convaincre, que ce soit un simple quidam dans la rue ou a fortiori quelqu'un qui pense mal, il faut que nous ayons d'abord nous-mêmes parfaitement assimilé toute une série de notions. Le militant qui
pense avoir déjà d'emblée tout assimilé, qui pense avoir les réponses à tout, serait une espèce de saint Thomas d'Aquin reproduit au XXIe siècle, et ce serait un phénomène tellement rare et exceptionnel qu'il faudrait à tout prix qu'il se signale auprès de nous pour que nous en tirions tous les bénéfices. Hélas, la vérité est que dans ce monde déchristianisé, dans ce monde aussi décérébré, dans ce monde où les manipulations sont faites depuis longtemps à partir de l'école républicaine, beaucoup n'ont plus les éléments de référence nécessaires pour répondre à toutes les questions que notre société rencontre aujourd'hui. Et Dieu sait que la société est devenue tellement complexe, tellement aussi confuse, qu'il est indispensable que nous ayons à cœur de bien nous former. Et nous former, j'insiste, ce n'est pas simplement regarder des vidéos, parce que c'est aussi un travers de notre temps, c'est de croire qu'on peut se former en surfant sur la vague de la facilité qui consiste à vouloir en une demi-heure d'une vidéo d'un youtubeur connaître un domaine de l'histoire, de la philosophie ou de la théologie. Rien ne remplacera jamais la lecture, rien ne remplacera jamais le livre, et il est indispensable qu'un bon militant, et d'autant plus quand ce militant gravit les échelons et prend des responsabilités dans un mouvement, ait vraiment à cœur de se former intellectuellement et donc de lire des livres, d'approfondir des sujets, d'être en mesure de connaître des sujets en profondeur. Sans formation, l'action est de l'activisme. Sans formation, l'action n'est que de l'agitation. Elle remplit certes le temps, elle peut être de l'occupationnel, mais elle ne sera jamais, hélas, porteuse des fruits que l'on est en droit d'attendre lorsque l'on consacre du temps à un engagement politique. Donc ne tombons pas dans la facilité de l'agitation, de l'activisme. Il faut que le temps que vous consacriez à votre militantisme soit du temps consacré à bon escient, et donc cela signifie qu'il faut pour cela avoir veillé au préalable à le renforcer par le temps que vous aurez consacré à la formation. Enfin, bien sûr, il faut l'action. L'action parce que si vous aviez simplement une vie de piété, mais que vous n'aviez pas l'intention de passer à l'action, vous seriez dans un de ces travers de notre temps qui est le quiétisme. Et le quiétisme est une faute, il faut le rappeler. Vous ne pouvez pas simplement, par vos dévotions, espérer que le bon Dieu sauve la France, sauve la civilisation chrétienne, sauve nos familles, sauve nos écoles, sauve nos différents bastions auxquels nous sommes si attachés. Dieu ne nous offrira pas cela sur un plateau, quelle que soit l'ardeur de vos prières. Je rappelle cette citation ô combien significative de Sainte Jeanne d'Arc, qui résume l'importance de la conjonction entre la prière et l'action. C'est « en nom Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire. En nom Dieu, mais il faut que les hommes bataillent. Si les hommes ne bataillent pas, Dieu ne nous donnera pas la victoire que nous n'avons pas méritée. » Et donc, je mets en garde ceux qui, trop souvent, se réfugient dans le quiétisme, qui trouvent le mille et un prétextes pour ne pas s'investir dans l'action sur le terrain, et qui disent que l'action politique est inadéquate par rapport aux maux de notre temps. Il ne s'agit bien sûr pas pour nous de tomber dans une action politique qui relève de la politicaillerie, qui relève de la particratie,
qui relève de tout le cirque particratique de l'Assemblée nationale et de tous les partis qui agitent la France au rythme des élections. Bien sûr que non. Nous ne concevons pas la vie politique sur base d'un calendrier électoral. Nous ne concevons pas non plus l'action politique sur base d'une espèce de prostitution qui consiste à galvauder nos idées pour essayer de plaire au plus grand nombre. Le nombre n'importe pas pour nous, c'est une évidence. Le nombre ne fait jamais la qualité. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut mépriser le nombre et que si nous étions en mesure de convaincre plus de monde, nous devions refuser ce bénéfice. Mais ce n'est jamais le nombre qui fait la vérité, et il faut l'avoir en tête. Regardez le nombre des gens qui participent à tous ces grands meetings, de ceux qui cherchent à obtenir vos suffrages pour une élection présidentielle. Eh bien, combien de ces gens-là ne sont pas grugés? Combien de ces gens qui passent des heures, des jours, des semaines, des mois à coller des affiches, à distribuer des tracts, à sacrifier de leur temps, de leur énergie pour des candidats sans scrupules aux élections, finalement s'aperçoivent qu'ils ont été trompés, manipulés, et que tous leurs espoirs ont été vains, et que lorsque ces gens pour lesquels ils se sont battus sont élus, rien ne change. Rien ne change si ce n'est la fiche de paye de l'élu, mais le sacrifice de ceux-ci au service de la France n'a jusqu'ici, hélas, que rarement été démontré. Donc, n'ayons pas une mauvaise compréhension de ce qu'est l'engagement politique. Ce que nous voulons être un engagement politique, c'est un engagement sur base de ce qu'est la haute vision de la politique, c'est-à-dire le bien commun de la cité, le bien commun de notre civilisation, le bien commun de notre pays. Et ça n'a rien à voir avec la marchandisation d'un suffrage aux élections. Il est important donc que vous ayez à cœur de vous engager sur base de ce triptyque prière, formation, action, donc la vie intérieure, le fait de vous former, de bien vous former, d'être en mesure d'argumenter et de contre-argumenter, et enfin le fait de vous jeter dans la bataille en rejoignant les sections dans lesquelles vous pouvez militer pour effectivement être sur le terrain et défendre vos idées au quotidien. Et pour cela, il est important aussi de dire qu'un militant est un membre en ordre de cotisation. Quand je dis cela, ce n'est pas simplement parce que je tiens à ce que vous remplissiez les caisses de Civitas. Non, c'est parce que je pense que le fait d'être un membre en ordre de cotisation, ça signifie que vous faites partie d'une famille, d'un corps. Comme dans l'armée, il est nécessaire que nous soyons soudés, que nous ayons une cohésion. Et cette cohésion, elle nécessite quelques éléments qui structurent, qui marquent cette adhésion, cette unité entre nous. Et je pense que dans ce domaine-là, l'adhésion, le fait de disposer d'une carte de membre, ça n'est pas simplement le fait d'avoir payé votre cotisation, ça n'est pas simplement le fait d'avoir une petite carte à glisser dans votre portefeuille, mais c'est le fait que vous vous sentiez intégré dans une famille, dans un corps, dans une unité, comme un groupe militaire ou comme un groupe déterminé, comme une société constituée, comme une meute, comme un clan. Et vous devez faire partie d'un clan. Vous devez avoir cet esprit. Vous devez avoir cet esprit de corps. Vous devez avoir cet esprit soudé. Vous devez avancer comme une armée unie, soudée, comme un clan qui se bat pour défendre son territoire et pour défendre sa famille, sa terre, ses racines. Et donc cette adhésion à un clan, à un corps, à une unité, à un groupe constitué,
Ça ne peut pas se faire simplement par une adhésion de sympathie occasionnelle. Ça ne peut pas être du papillonnage. Ça ne peut pas être aujourd'hui être ici et demain être ailleurs. Ça signifie vraiment que vous devez avoir conscience de la nécessité d'un corps, d'un groupe soudé. En outre, évidemment, l'importance d'une adhésion, c'est aussi évidemment que cela contribue à donner au mouvement les moyens de nous battre. Il va de soi que le montant d'une cotisation n'est rien, mais le montant des cotisations additionnées de tous les membres, c'est ce qui fait que nous pouvons imprimer des affiches, des autocollants, des tracts, que nous pouvons imprimer une revue, que nous pouvons payer des grands événements, que nous pouvons organiser des manifestations, que nous pouvons financer toute une série d'opérations indispensables à faire entendre la voix des catholiques nationaux sur le sol français, des catholiques contre-révolutionnaires sur le terrain. Sans cela, sans votre participation individuelle qui, additionnée, crée le budget nécessaire, eh bien, nous ne pourrions rien. Il faut bien évidemment être conscient que Civitas ne bénéficie d'aucune subvention de l'État, d'aucune générosité d'une grande famille de banksters, et que donc il n'y a aucun membre de la finance apatride des cosmopolites qui donne un budget de fonctionnement à Civitas. Ça nous distingue de d'autres qui, même en se prétendant de la famille nationale, suivez mon regard avec Z comme Zorro, eh bien, qui bénéficient de facilités financières qui viennent curieusement de milieux qui n'ont rien à voir avec la France des terroirs et des clochers, n'est-ce pas ? Alors, c'est ce qui fait clairement une ligne de démarcation entre ces gens-là et nous. C'est que nous vivons pauvrement, nous vivons chichement. Nous n'avons pas, vous voyez, l'occasion de vous inviter dans des zéniths. Nous vous convions dans des petites salles. Nous n'avons pas l'occasion de vous convier à des grandes réceptions avec champagne et foie gras pour le Nouvel An. Mais nous vous demandons d'être au plus près de ce que vivent les Français aujourd'hui. Les Français vivent avec l'obligation de faire beaucoup de sacrifices et l'action politique que nous menons implique aussi des sacrifices. Ceux qui veulent la facilité, ceux qui veulent les lampions, ceux qui veulent le champagne, ceux qui veulent l'aisance, ceux qui veulent les cartes visites sur papier 180 grammes, tout cela, effectivement, trouveront bien facilement ailleurs des formations politiques qui se targuent d'être de droite nationale, mais qui, au final, ne servent que des intérêts bien éloignés de ceux du français et du pays réel. Donc, ayez conscience qu'à chaque fois que vous vous engagez au sein de Civitas, à chaque fois que vous payez une cotisation annuelle au sein de Civitas, à chaque fois que vous achetez une revue Civitas, vous posez un acte militant. Si dérisoire semble-t-il, vous contribuez à la mise en place d'un budget de fonctionnement qui n'est pas destiné à payer la limousine d'un candidat en voyage, mais qui est destiné à fournir aux militants de terrain le matériel nécessaire pour que le Sacré-Cœur se retrouve sur nos murs et sur un maximum de lieux dans nos villes et nos campagnes pour montrer que la France réelle, la France catholique, la France éternelle, la France fille aînée de l'Église n'est pas morte. Alors, je continue bien sûr sur les nécessités du militant, d'un bon militant. Le bon militant, évidemment, ne se contentera pas de lire de bons livres, de payer sa cotisation annuelle et de participer à quelques actions
de tractage, de collage ou à quelques grands événements. Le bon militant, le militant qui veut mener une action enracinée, développée, structurée, rigoureuse, persévérante, aura à cœur de participer au maximum de réunions de sa section. Parce que c'est dans la persévérance que, de nouveau, l'on pourra savoir, quand on est chef de section, sur qui on peut compter. Et il est important que un chef de section sache sur qui il peut compter. Là, aujourd'hui, nous vivons des temps encore relativement confortables en matière d'action politique. Mais demain, de quoi l'avenir sera-t-il fait? Nous risquons très vite de rencontrer des situations autrement plus périlleuses, autrement plus exigeantes, autrement plus déstabilisantes. Et à ce moment-là, chacun des chefs de section aura besoin de savoir sur qui il peut compter. Quels sont les militants qui seront prêts vraiment à de l'action persévérante et à de l'action qui demande de l'esprit de sacrifice. Et c'est maintenant qu'il faut d'ores et déjà fournir donc les éléments aux chefs de section pour que ceux-ci fassent le tri entre ceux qui seront des appoints occasionnels et ceux qui seront le fer de lance des 300 qui devront résister à l'envahisseur, quel qu'il soit. Alors, revenons maintenant encore à d'autres considérations sur le militant. Le militant a besoin, tout d'abord, je pense que c'est essentiel, de se sevrer, de se désintoxiquer de mauvaises habitudes. Et elles sont hélas fréquentes et elles sont hélas nombreuses dans ce monde moderne. Première habitude, première résolution pour ceux qui en auraient encore chez eux, cassez vos télévisions. On ne le dira jamais assez. Éliminez le téléviseur de chez vous. La télévision est l'outil majeur du mensonge, de la désinformation, de la manipulation. Et il n'y a aucune exception en cela. Et ce n'est pas parce qu'une chaîne de télévision sera financée par un autre milliardaire qui prétendra pencher plus à droite que le résultat sera fort différent. Que la télévision soit financée par Drahi ou par Bolloré, le résultat est à peu de choses près le même, c'est que c'est toujours, malgré tout, le règne des puissances d'argent qui imposent les thèmes, qui imposent la sélection des vérités qui peuvent être prononcées, qui imposent le tri des invités que les plateaux accueillent. Et donc, de grâce, ne vous laissez pas illusionner par des émissions de télévision qu'on nous présente comme être un peu plus à droite, un peu plus catholique, ou un peu moins laïciste, ou un peu moins gauchiste. C'est toujours de l'intox, et il faut que nous cessions d'être abreuvés à l'intox. Donc, cassez vos télés et libérez-vous de tous les médias aux ordres, de tous les médias du système. Cela vaut bien sûr pour la radio, cela vaut pour les magazines, cela vaut pour les quotidiens, cela vaut pour quantité de journaux gratuits que l'on reçoit dans le métro ou dans les gares. Cela vaut pour des sites d'information liés à toutes ces plateformes d'information financées par les outils du système. Ça ne veut bien sûr pas dire, quand je vous dis ça, qu'il faut vivre en ermite, qu'il faut cesser de vous informer, mais il faut vous informer à de bonnes sources, et donc il faut vous contenter de moins de lecture, de moins d'audition, de moins de vision, mais de lecture, de vision et d'audition mieux sélectionnées. Je ne peux que vous encourager à lire l'hebdomadaire Rivarol. Voilà un hebdomadaire qui fait son travail. Je ne peux que vous encourager à
consulter les informations qui sont publiées sur Mediapresse Info, je ne peux que vous encourager à vous limiter à vous informer auprès de médias dissidents et surtout de véritables médias dissidents. J'insiste sur le mot véritable, là encore, ne vous laissez pas berner non plus trop facilement par des sirènes de médias dits dissidents qui, en vérité, ne sont guère audacieux lorsqu'il s'agit de franchir les Rubicons les plus essentiels du politiquement correct. Qui devra comprendre, comprendra. Je voudrais aussi insister sur la nécessité pour le militant de réduire sa consommation numérique, de réduire sa consommation d'Internet et des outils d'Internet. Internet n'est pas votre ami. J'insiste à ce sujet. Internet n'est pas votre ami. Internet est un outil potentiel pour développer la propagande. Internet est un outil potentiel pour avoir accès à des informations de médias dissidents. Mais ne vous laissez pas gangréner par l'aspect chronophage de l'Internet. C'est le grand travers de cet outil, c'est le grand travers de notre temps. C'est qu'au final, parce que cet outil crée facilement une forme d'addiction, des militants quittent le réel pour devenir ce que j'appellerais des cyber-warriors, des combattants derrière un écran, mais devenus tellement accros à leur écran qu'il leur est quasiment impossible de libérer de leur temps pour être réellement au contact de leurs contemporains dans l'action de terrain avec les militants de leur section, d'être présents lors des événements organisés par le mouvement ou d'être présents dans les événements auxquels le mouvement appelle à participer, d'être présents dans les actions de terrain comme les tractages, d'être au contact de la population. Ce n'est pas un ordinateur qui vous aidera à comprendre l'état des lieux de la France d'aujourd'hui. Ce n'est pas un ordinateur qui vous aidera à comprendre quelle est l'importance du désarroi des Français qui vivent dans la misère. Et nous devons avoir bien à l'esprit que, en tant que catholiques, nous devons avant tout être des catholiques sociaux. Et qu'en tant que catholiques sociaux, nous devons vraiment avoir à cœur de nous soucier de ces Français qui vivent aujourd'hui dans la misère et qui sont de plus en plus nombreux. Et tout est fait, on le sait, avec le plan du Great Reset, avec le plan mondialiste du Forum économique mondial de Davos, pour appauvrir de plus en plus les Français dans leur ensemble et pour plonger donc de plus en plus de Français dans la misère. Et tous les prétextes sont bons, entre la guerre en Ukraine, entre le réchauffement climatique, la crise énergétique, l'inflation. Tout est fait pour que de plus en plus de Français aient de la peine à terminer leur mois, à payer leurs factures, à vivre dignement, à manger correctement, à se soigner comme il faut. Combien de personnes âgées qui ont pourtant travaillé toute leur vie vivent aujourd'hui dans le dénuement le plus complet, vivent dans des taudis, vivent en mangeant des produits de bas de gamme, d'hypermarchés qui sont de la malbouffe, aux conséquences sur la santé que l'on connaît, alors que dans le même temps, l'État offre tous les moyens de subsistance à des gens qui arrivent d'autres continents, qui n'ont rien fait pour la France, qui n'ont jamais œuvré, jamais travaillé, jamais contribué à l'essor de la France. Et ces gens-là reçoivent tout.
et comparer cette situation d'injustice profonde entre nos aînés qui vivent dans le désarroi et ces gens qui arrivent d'autres continents et qui reçoivent tout et revendiquent toujours plus. Et nous devons avoir bien en tête ce souci. Nous devons avoir en tête de plus en plus de mener aussi des actions de dimension sociale. Plus le temps passe, plus la misère s'installe dans notre pays, plus le niveau de vie s'effondre, plus il nous faut avoir à cœur ce souci de justice sociale et ce souci de solidarité entre les nôtres. Ce doit être un des enjeux pour Civitas de cette année 2023 et des années qui viennent, parce que, hélas, la situation ne fera qu'empirer. Mais vraiment, ayons à cœur que l'engagement politique, il n'est pas que théorique. L'engagement politique, il n'est pas que de grandes idées. L'engagement politique, il n'est pas que des mots. L'engagement politique, il est constitué d'actes, et d'actes de solidarité réelle, en priorité avec les nôtres qui vivent aujourd'hui dans la misère et dans le désarroi. Ce doit être notre mission première en tant que catholiques sociaux, d'aller à la rencontre des plus démunis de notre peuple, de notre pays, de notre civilisation, et de les aider, comme autrefois l'ont fait les catholiques sociaux, à relever le menton, à ne pas se sentir humiliés, à retrouver une identité et une fierté, et à retrouver une grande famille qui les accueille. Et la famille catholique et nationale, ce doit être cela. Vous devez être une famille, et une famille d'accueil pour tous ceux qui peuvent petit à petit se laisser convaincre de nous rejoindre. Vous devez aussi poser des actes du quotidien qui chercheront, d'une façon ou d'une autre, à affaiblir le système. C'est une expression qui est fréquemment entendue, mais qui n'est peut-être pas suffisamment comprise dans les applications qu'elles peuvent entraîner. Beaucoup parlent de faire sécession. Mais quelle forme de sécession peut-on envisager? Quelle sécession est réellement à la portée de gens comme nous? Nous ne sommes pas en mesure d'acheter un territoire au milieu de la France pour créer un État indépendant. Donc la sécession, ce n'est pas ça, bien sûr. La sécession, ce n'est pas de parvenir à regrouper tous les catholiques nationaux de France en un endroit pour les faire vivre en rupture avec la République laïque et maçonnique. La sécession, c'est d'abord une succession d'actes du quotidien. Première évidence d'un acte de sécession, cesser de payer avec des moyens numériques, cesser de payer avec des cartes de banque, cesser de payer avec des applications de vos smartphones. Retrouvez l'usage des espèces, de l'argent réel, de l'argent sonnant et trébuchant. C'est essentiel pour mille et une raisons, mais c'est essentiel d'abord pour conserver, autant que faire se peut, votre liberté. Plus vous vous rendez complice de l'usage de l'argent numérique, plus vous abandonnez l'usage des espèces, plus vous facilitez l'accélération de la mise en place du calendrier des banksters. Ces banksters n'ont qu'une hâte, c'est de mettre fin à la circulation de l'argent liquide, des espèces. Parce que ces banksters sont des oligarques qui veulent avant tout la réussite, la mise en application du plan du nouvel ordre mondial. Et ce plan du nouvel ordre mondial repose sur une nécessité qui consiste à contrôler vos moindres faits et gestes.
Et pour contrôler vos moindres faits et gestes, pour supprimer l'essentiel de vos libertés, il est essentiel que vous ne puissiez plus disposer de vos économies, disposer de votre argent, disposer du fruit de votre travail, disposer de votre salaire, comme vous l'entendez. Il faut, pour le plan mondialiste, que vous soyez surveillés dans la moindre de vos dépenses. L'État n'est qu'un vassal de ce plan mondialiste. Macron n'est qu'une marionnette d'un système mondialiste. Il a beau faire des rodomontades, il a beau essayer de se gonfler comme la grenouille, il n'est jamais qu'une marionnette d'un plan mondialiste dans lequel les Schwab et consorts ont beaucoup plus de poids, d'importance, d'influence. Et donc ces gens-là ont obtenu de Macron et de sa clique, ou de n'importe quel autre successeur à Emmanuel Macron, d'entrer dans ce plan qui consiste à faire disparaître l'argent liquide. Mais ça ne peut évidemment pas se faire en un claquement de doigts. Cela nécessite toute une série d'étapes intermédiaires. Et ces étapes intermédiaires ont été progressivement la carte de banque, puis l'application sur les smartphones et bientôt la puce que vous aurez pour les plus avancés dans les nouvelles technologies, dans le poignet pour vous permettre de payer en passant votre poignet devant une machine de reconnaissance de paiement. Ce n'est pas une utopie, hein, ce que je vous dis là, c'est déjà en cours et dans plusieurs pays, c'est déjà amorcé et vous avez d'ailleurs, même en France, quelques hurluberlus dont on peut se demander la nature de la santé mentale, qui ont voulu être les premiers, les innovateurs, les têtes de gondole, ceux qui ont déjà pris un train d'avance et qui se sont fait injecter leur petite puce pour être en mesure de passer au journal télévisé en disant « Regardez, c'est moi le premier ». Mais, voyez-vous, ne perdez pas ça de vue, j'insiste, hein, ce n'est vraiment pas un élément de seconde importance. Si l'espèce disparaît, si le billet de banque disparaît, si tout est au numérique, cela veut dire que donc l'État sait tout instantanément de chacun d'entre vous. Instantanément, je dis bien. Plus le temps passe, plus les nouvelles technologies sont au point pour que les données soient traitées instantanément. Et donc ça signifie qu'en gros, si vous êtes un dissident, dans une situation où les espèces ont disparu, l'État, le nouvel ordre mondial, peu importe quelle sera la gendarmerie de demain, aux ordres de qui sera-t-elle, quel sera son uniforme, quelle sera son autorité, eh bien, ces autorités, cette police de la pensée, sera en mesure de savoir quel mauvais livre vous achetez, quelle adhésion vous avez prise à l'un ou l'autre mouvement, quelle réunion est celle à laquelle vous participez, parce que ça veut dire évidemment que si par exemple vous êtes invité à une conférence et que vous vous y rendez, le prix d'entrée à l'accueil de la conférence, vous devrez le payer de façon numérique. Et donc on saura instantanément que vous vous trouvez à tel lieu de réunion. On pourra même savoir que vous êtes en train de faire votre plein d'essence pour vous rendre dans telle ou telle manifestation ou pour vous rendre dans tel ou tel grand événement dissident. Et je pousse plus loin la réflexion. Ça veut dire aussi que demain, il n'y aura plus dans ce cas-là de possibilité de mettre l'argent de la quête à la messe
dans le panier, que là aussi, durant la messe, la collecte se fera de façon numérique et que donc l'État ou l'autorité de contrôle mondiale sera en mesure de savoir instantanément quel est le lieu de messe auquel vous vous rendez. Donc c'est le fichage instantané de tous ceux qui ont encore une pratique religieuse traditionnelle, de tous ceux qui ont encore une activité militante contre-révolutionnaire, de tous ceux qui, même en étant relativement passifs, conservent des lectures qui vont à l'encontre de la pensée dominante. Rien ne permettra d'y échapper. Et je rappelle d'ailleurs que tout cela entre dans le principe du crédit social. Et je veux m'attarder quelques instants sur cela. Le crédit social est une théorie mise en application d'abord à grande échelle en Chine et aujourd'hui mimée par l'Union européenne. Vous savez que les institutions de l'Union européenne, Ursula von der Leyen et bien d'autres institutions, ont voté la mise en application des premiers éléments du crédit social. Donc le crédit social n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère, qui aurait une existence uniquement sur un autre continent dont vous pourriez vous sentir bien éloigné. Non, le crédit social, il est bien en train de se mettre en place sur le territoire français, sur le territoire de l'ensemble de l'Union européenne. Et le crédit social aura là aussi immédiatement des implications multiples. Je rappelle que le crédit social fonctionne en grande partie sur le système de reconnaissance faciale. Et qu'à ce titre, il faut savoir que Emmanuel Macron a, depuis plusieurs années déjà, développé de grands budgets pour la mise en place du système de reconnaissance faciale progressif en France. Or donc, pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi cela conduit, aujourd'hui, en Chine, le crédit social contrôle donc, par un système à points, qui est semblable à ce que vous connaissez ici pour le permis de conduire, vraiment une multitude de domaines de votre quotidien. Si vous êtes un citoyen dissident, vous perdez immédiatement vos points, enfin une série de points. En Chine, si vous êtes un citoyen qui va à la messe, si vous êtes un citoyen qui a une pratique religieuse catholique, vous perdez déjà un point. Parce que le catholicisme n'est pas bien vu par le gouvernement communiste 2.0 chinois. Mais au-delà de cela, toute incartade vous fait perdre vos points de telle façon que dans les petits faits et gestes du quotidien, vous puissiez être marginalisé comme vous auriez du mal à l'imaginer. Illustration de ceci, dans les grandes villes chinoises, aujourd'hui, eh bien, vous avez, comme dans la moindre station de métro parisienne, des distributeurs de boissons. Vous savez, des machines, vous introduisez ici encore votre pièce de monnaie et en sort une canette de boisson. Eh bien, dans les grandes villes chinoises, à l'heure actuelle, le système de crédit social est déjà tel que pour envisager de pouvoir commander votre petite boisson de cette machine, il faut préalablement que vous passiez par la reconnaissance faciale. Et cette reconnaissance faciale doit vérifier si vous avez encore suffisamment de points pour mériter tout simplement d'acheter une simple canette de boisson. C'est dire à quel point le bannissement peut prendre une ampleur dans des éléments du quotidien les plus aléatoires et les plus dérisoires. Donc, encore une fois, j'insiste, ayez conscience que lorsque vous continuez à payer
autrement que par les espèces, indirectement, vous vous rendez complice de ce processus. Je sais que c'est vous demander de l'effort, mais on n'a rien sans effort. Vous le savez, on n'a jamais rien sans effort, ni dans le travail, ni dans la vie de famille, ni dans quoi que ce soit. On n'a rien sans effort, eh bien, on n'a pas non plus le moyen de conserver nos libertés essentielles sans effort. Et utiliser les espèces, eh bien, me semble-t-il, c'est un bien petit effort à faire pour essayer de ralentir le processus mis en place par la bête. Alors, bien sûr aussi, un bon militant aura à cœur de ne pas commander les produits dont il a besoin sur des plateformes de vente en ligne de type Amazon et consorts. Ces plateformes en ligne sont parmi nos ennemis. Ayez-en conscience. Les GAFAM font partie de nos ennemis. Amazon fait partie de nos ennemis. Les patrons de toutes ces multinationales sont au premier plan des multimilliardaires qui financent la subversion et la mise en place de notre esclavage. Alors, ayez en tête qu'à chaque fois que vous faites un achat par Amazon, là encore, indirectement, vous posez un acte de complicité qui renforce la machine du nouvel ordre mondial. Ayez à cœur de ne pas non plus vous engouffrer dans les supermarchés. Non, un bon militant fera tout ce qu'il peut pour que survive le petit commerce, pour que survivent les artisans, pour que survivent les petites entreprises, pour que survivent les petits restaurants, les restaurants indépendants, pas ceux qui font partie de chaînes du prêt-à-manger, de la bouffe industrielle. C'est vraiment en étant ancré dans le réel que vous serez un militant au quotidien. C'est en défendant la survie de tout ce qui fait le pays réel que vous serez un vrai militant. Et à chaque fois que vous sortez de cette ligne de conduite pour satisfaire au mot d'ordre du nouvel ordre mondial, même si c'est pour gagner quelques minutes, même si c'est parce que c'est plus près de chez vous, c'est d'une façon ou d'une autre un geste de faiblesse qui est une forme de complicité. J'insiste aussi sur le fait que tout le système d'aujourd'hui fonctionne sur le consumérisme. Nous sommes dans une société occidentale dite de consommation, où l'obsolescence programmée fait que vous devez sans cesse acheter une nouvelle machine. Vous avez un smartphone, il en sort un nouveau dans les 6 mois et on fera tout ce qu'il faut pour essayer de vous en faire changer de façon régulière, comme une imprimante d'ailleurs. Aujourd'hui, combien de fois n'entendons pas qu'il est moins cher d'acheter une nouvelle imprimante que d'acheter les cartouches d'encre nécessaires à continuer à faire fonctionner votre imprimante. Cette obsolescence programmée, ce consumérisme malsain, il faut absolument que vous le combattiez. Et ça fait partie de l'entrée en sécession de chacun d'entre nous. Songez que les gens le mesurent peu. La TVA est l'une des sources principales de rentrée de finances pour l'État. Moins il y d'entrée d'argent de TVA, plus la marge de manœuvre de l'État se rétrécit. Donc, prenez comme résolution de ne pas céder aux modes, de ne pas céder aux appels du consumérisme, de ne pas céder à ces publicités qui nous harcèlent pour acheter toujours plus. Et pour ce qui est de ce que vous devez acheter, mieux vaut acheter peu et de meilleure qualité
et mieux vaut acheter chez des petits commerçants que chez des grandes surfaces. Et mieux vaut aussi, si vous le pouvez, mettre en place des systèmes de troc. Là encore, je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se mettre en place partout, ni en tout domaine, mais c'est un élément auquel il faut véritablement songer. C'est un élément qui est indispensable sur la durée. Indispensable aussi parce que le troc, ce sera une façon d'agir dont il faut prendre des habitudes maintenant pour être mieux en mesure demain de continuer à survivre dans une société où les espèces auraient disparu et où nous ne voudrions pas être en permanence sous le contrôle de nos adversaires. Donc le troc, vraiment, il faut songer à sa mise en place à petite échelle dans nos sections, lorsque ces sections disposent de petits métiers, de petits producteurs. Voilà, ici évidemment en région parisienne, il n'y aura pas de paysans, il n'y aura pas de gens qui pourront vous proposer si facilement des paniers de légumes ou de fruits. Mais ayez en tout cas en tête de songer à vous organiser de façon à court-circuiter le système et les mots d'ordre du système. Et faites tout ce qu'il faut pour faire baisser les rentrées TVA de l'État. Songez aussi, un bon militant doit être un esprit sain dans un corps sain, parce que l'avenir sera exigeant, je le répète, et donc un bon militant aura aussi le souci d'une bonne alimentation et d'entretenir sa condition physique pour être en mesure de faire face aux événements qui ne seraient, hélas, que nous ne pourrions pas, hélas, éviter. Ensuite, aussi, songez à quel point il est important de fonder des familles. Alors, je sais que je suis mal placé pour vous en parler. Hélas, il se fait que, malgré toutes mes recherches, je n'ai jusqu'ici pas trouvé une jeune femme qui accepterait ce fardeau d'être l'épouse du président de Civitas. À Dieu veut, voilà, à Dieu ne plaise, peut-être qu'un jour le bon Dieu changera cela, mais en attendant, je suis bien démuni à ce niveau-là et je suis mal placé, j'en conviens, pour vous en faire la publicité. Mais néanmoins, j'insiste, ce n'est pas parce que moi-même je n'ai pas le bénéfice de cela que je ne dois pas vous dire avec insistance à quel point notre pays, notre civilisation, nos principes, nos valeurs, notre religion, tout cela ne survivra que parce que nous aurons fait suffisamment d'enfants. Le combat, il est aussi démographique. Plus que jamais, il est démographique. Songez que là, les dernières nouvelles démographiques publiées par l'État font état de mois en mois d'un recul. Vraiment, de mois en mois, le taux de natalité s'effondre. Donc nous sommes bien dans le désarroi à ce niveau-là, parce que nous voyons que cela renforce évidemment toute la propagande en cours. On sait bien à quoi est-ce dû. Vous avez toute cette propagande pour l'avortement, vous avez toute cette propagande pour la contraception, vous avez toute cette propagande pour faire croire à la population que les temps sont si mauvais qu'il ne conviendrait pas de faire des enfants aujourd'hui, parce que dans quel avenir, n'est-ce pas, les laisserions-nous? Il y a 1001 prétextes qui sont avancés par cette société mortifère, par cette société suicidaire, pour que l'Européen, le Français, le catholique,
ne fassent plus d'enfants. Et on sait bien que nous avons même dû essuyer cette phrase immonde de l'occupant du trône pontifical pour dire que les catholiques ne devaient pas se comporter comme des lapins. C'est dire à quel point la subversion jusque sur le trône romain est, hélas, atteint ses sommets. Mais nous qui savons l'importance de tout cela, eh bien oui, nous devons répéter que la France, la chrétienté, la religion catholique ne subsisteront que parce que nous aurons fait le nécessaire pour fonder des familles et pour avoir des enfants et pour avoir de belles familles nombreuses. Alors vraiment, même si je suis mal placé, j'en suis confiant, eh bien je le répète avec insistance, ayez en tête cela. Ayez en tête cela. C'est un combat qui fait vraiment partie de celui qui est le nôtre. On ne peut pas envisager la survie de tout ce à quoi nous croyons si nous nous retrouvons avec une multitude de célibataires endurcis. Voilà, le socle de notre société, la cellule de base de notre société, c'est la famille. Et c'est donc la fondation de familles avec de multiples enfants. Ensuite, ayez en tête aussi de valoriser et de soutenir les talents. Il y a chez nous des artistes, il y a chez nous des peintres, il y a chez nous des dessinateurs, il y a chez nous des sculpteurs, il y a chez nous des musiciens, il y a chez nous des chanteurs, il y a chez nous des artisans dans le bois, dans la pierre. Il y a chez nous des souffleurs de verre, il y a chez nous tant de beaux métiers qui font ce qu'est le pays réel. Tant de gens qui savent travailler de leurs mains, tant de gens qui ont vraiment des grâces du bon Dieu pour leur permettre de transmettre un savoir-faire. Eh bien, ayons à cœur de les aider à la survie de cette transmission, de ce savoir-faire. Et donc, ayons ce comportement solidaire entre nous de toujours valoriser d'une part ces talents et ensuite aussi de les utiliser entre nous lorsque nous avons besoin de quelque chose. Ayons ce bon réflexe de faire appel aux nôtres avant d'aller voir les autres. Enfin, vraiment, soyez fidèles à la parole donnée. Un bon militant, c'est un militant qui n'a qu'une parole. Et quand il a donné sa parole, le chef de section sait qu'il peut compter sur le militant. Ne galvaudez pas votre parole. Ne galvaudez pas vos promesses. Ne galvaudez pas votre loyauté. Ne promettez pas des choses que vous ne pourrez tenir. Ne vous engagez pas au-delà de ce que vous serez en mesure de faire. Mais ce à quoi vous vous engagez, faites-le. Et faites-le avec générosité. Et faites-le parce que vous le faites non pas pour vous, non pas pour nous, mais vous le faites pour Dieu, pour la France éternelle, pour la civilisation catholique. C'est pour une mission divine que vous vous battez. Et ce ne sont pas des mots grandiloquents que je dis là. C'est parce que vous, ce qui vous distingue des autres militants d'autres mouvements, c'est précisément que vous vous battez pour Dieu, pour votre pays, pour votre foi, pour votre civilisation, pour vos familles, à travers tous ces grands principes éternels. Merci de votre engagement. Je remercie vivement notre président Alain Escada pour ses paroles si riches d'enseignements. Il y a beaucoup de choses qu'il faut réfléchir et beaucoup de résolutions qu'il faut prendre.
et nous a apporté beaucoup d'éclairages très riches et très intéressants. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions. On ne peut pas en prendre beaucoup compte tenu de l'heure et que nous devons dîner, n'est-ce pas, puisque vous savez que nous sommes accueillis ici, que nous dînons après. Donc, simplement, s'il y avait quelques questions, je pense que notre orateur va y répondre. Bien sûr. Donc, quelqu'un veut-il ouvrir le feu? Bonjour monsieur. Bonjour. Très heureux de faire votre connaissance. Moi-même. J'aurais une question pour vous. Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui sont de la cause nationale et qui décident justement de quitter le territoire français pour, par exemple, pour de multiples raisons? Pour de multiples raisons. Par exemple, l'une des raisons qui a été invoquée, bon, c'est pas la... Bon, évidemment, c'est l'invasion migratoire, évidemment. Les taxes qui n'arrêtent pas d'assommer, c'est notamment aussi également un choix militant pour certains de ne plus payer d'impôts en France, par exemple, d'essayer de fonder des familles dans des zones sécurisées, bien entendu, et de multiples raisons. Donc, est-ce que vous auriez peut-être un mot pour ces militants, pour ceux qui seraient tentés par ailleurs? Bien sûr. Alors, je comprends parfaitement cette tentation. Je sais qu'elle est grande pour de multiples raisons. Et ceci dit, je ne peux la cautionner parce que, selon une formule que peut-être certains d'entre vous connaissent, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants. Et nous ne pouvons être de ceux qui désertent. Nous ne pouvons être de ceux qui abandonnent les nôtres, qui n'auraient pas, eux, les moyens de faire ce choix. Dans certaines circonstances, je peux parfaitement comprendre l'exil forcé. Voilà. Il y a des situations où l'on quitte son pays parce que l'on n'a pas le choix. Parce que c'est une obligation d'exil, parce que c'est la seule échappatoire, par exemple, à l'emprisonnement pour avoir défendu publiquement ses idées. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas cela. Et je ne voudrais pas, par exemple, que par un mauvais mimétisme, nous soyons apparentés à ces exilés fiscaux qui rejoignent ceux qui, parce qu'ils sont des grosses fortunes, ont passé la frontière pour échapper à l'impôt. Je sais bien que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais l'amalgame sera facile. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans certains quartiers huppés de Bruxelles pour rencontrer toute une série de grandes fortunes de France, y compris qui ne sont pas françaises de souche, y compris qui font partie de communautés qui ont un poids important dans une série de domaines, et qui franchissent tous les jours la frontière par le Thalys pour se retrouver en 1h25 à Paris. Et ces gens-là peuvent d'ailleurs recevoir la Légion d'honneur il y a quelques jours pour les remercier de leur grand service fait à la France. Mais nous, est-ce que nous pouvons dire aux militants de la cause nationale que c'est de bonne loi pour échapper à l'impôt d'aller s'installer ailleurs pour mener une activité professionnelle? Encore une fois, dans certaines circonstances, cela peut se justifier. Je pense par exemple à des maisons d'édition qui peuvent faire plus facilement ailleurs ce qu'il est de plus en plus compliqué de faire ici. Mais en tout cas, dans la majeure partie des cas, non. Je pense que nous devons combattre pied à pied ici. Pied à pied ici pour sauver tout ce qui peut l'être. Pied à pied ici pour montrer que nous ne sommes pas des lâches,
que nous ne sommes pas des déserteurs et que nous sommes solidaires de tous ceux qui continuent à vivre ici. Je ne veux pas être non plus de ceux qui disent il y a tous ces Français lambda qui n'ont rien compris. Et tant pis pour eux. Ils avaient tout à portée de main. Ils n'ont pas saisi la vérité. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et je m'en désolidarise et je m'en lave les mains. Eh bien, ce n'est pas chrétien, cela. Ce n'est pas catholique, cela. Vous savez, il y a des tas de gens qui n'ont encore rien compris aujourd'hui. Mais si nous faisons notre travail comme il le faut, si nous allons à la rencontre des Français partout où ils se trouvent, dans tous les milieux sociaux, dans tous les domaines professionnels, dans toutes les provinces de France, eh bien, il y a quantité de gens, j'en suis convaincu, qui ouvriront les yeux. La force des mauvais, c'est avant tout la faiblesse des bons. Et si nous ne faisons pas notre travail suffisamment, ne nous lamentons pas qu'il y ait encore beaucoup, une majeure partie des Français qui n'ont rien compris. Je sais bien, j'avoue, moi-même j'ai du mal certains jours de considérer à quel point le troupeau des veaux est quand même désespérant. Moi-même j'ai du mal à les voir se ruer dans les centres de vaccination pour la 4e dose et demander quand ils vont recevoir leur 5e convocation. C'est vrai, il y a des moments où quand même on se dirait qu'une petite bousculade de temps en temps, un petit électrochoc peut-être, une petite décharge peut-être, serait bienvenue pour que quelques systèmes nerveux se remettent en place. Nous avons pour devoir de nous battre pour faire triompher la vérité et de nous battre pour réveiller les consciences de tous ceux qui nous entourent. Et je peux vous garantir, en tant que président de Civitas, que régulièrement je vois dans les réunions que je tiens des gens qui, quelque temps auparavant, étaient encore dans ce qu'on pourrait appeler le camp d'en face. Je vois de plus en plus des gens se convertir qui ont baigné dans des familles laïcistes, bouffeuses de curés, qui ont milité dans leurs premières années dans l'extrême gauche, dans le communisme le plus rougeoyant et le plus malvenu, qui ont participé à des activités des mouvements crasseux et antiracistes, qui ont cru à la société Benetton. Et aujourd'hui, pourtant, ces gens-là ont compris et ont basculé et ont franchi le Rubicon pour nous rejoindre. Et je suis convaincu que ces gens-là, que je rencontre de plus en plus nombreux dans nos réunions, eh bien, il y en a encore un énorme réservoir en France. Et que c'est notre devoir d'accepter toute une série de sacrifices au quotidien pour aller à leur rencontre et faire acte de charité en essayant, en répétant encore et encore la vérité pour essayer de les ramener au salut de leur âme et à retrouver le chemin de la vérité. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Civitas. Monsieur Escalabard. Oui, je voulais revenir par rapport à la personne qui a parlé avant. Il y a beaucoup de gens européens, beaucoup de gens de retraités belges, surtout j'ai vu des Belges, des Allemands, qui ont quitté leur pays précipitamment à cause de l'influence émigratoire, qui ne pouvaient plus rester parce que c'était impossible. Ils ont dû quitter leur pays précipitamment pour aller en Hongrie ou en Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais répondre à peu de choses près ce que je vous ai dit. C'est que si tous ceux qui sont convaincus de la nécessité de sauver notre civilisation, si tous ceux qui veulent continuer à vivre selon nos traditions, nos us et nos coutumes,
si tous ceux qui sont français convaincus de la nécessité que perdure le sang français se réfugient ailleurs, que restera-t-il de la France si ce n'est l'image Black Blamber si chère à Emmanuel Macron et à ses rappeurs invités à l'Élysée? Est-ce que réellement, par notre choix d'essayer de vivre à l'étranger plus en conformité avec nos goûts d'homogénéité d'environnement naturel, nous devons pour autant laisser le pays aller encore plus vite dans le marasme? Ce faisant, il n'y a rien à faire. C'est mathématique. Plus de Français partent, plus ceux qui ne le sont pas prennent de l'importance. Dernière question, s'il y a quelqu'un. Alors, je viens pour vous rencontrer, Président. Bonjour, monsieur. J'ai une question. Bon, moi, je suis d'origine catholique bretonne, qui a donné beaucoup de pères missionnaires, des bonnes sœurs, donc un certain nombre de tantes, etc., dans plusieurs filières. Donc j'étais, on va dire, confronté, enfin bref. Voilà. Il y a une chose qui risque de faire peur à Civitas, c'est qu'il y a un petit côté, on va dire, trop fort, si j'ose dire. Comment amener des militants, c'est-à-dire comment doser un peu l'image de Civitas, que je respecte, hein, oui. Mais comment doser cette image pour que nous ayons plus de militants? Parce que oui. les valeurs christiques, je les ai totalement. Je comprends parfaitement votre question, d'autant qu'évidemment, tous les médias du système font tout pour que l'image de Civitas soit celle de catholiques les plus rétrogrades possibles qui vont plonger le premier venu dans le bénitier jusqu'à ce qu'il s'y noie quasiment avant de lui en ressortir la tête, pour être certain qu'il se soit bien sorti de tous ses péchés. Et donc, il va de soi que si la personne qui s'interroge sur Civitas se laisse arrêter par l'image que donnent de nous les médias, c'est cuit. Je me souviens de cette couverture, était-ce de Marianne? Je pense que c'était de Marianne. Il y avait un magazine qui avait fait sa couverture sur les intégrismes. Et j'ai eu le grand privilège de faire partie du montage photographique et de me retrouver sur les abribus avec mon portrait en grand format entre un Lubavitch à papillotes et un islamiste salafiste. Je dois dire qu'évidemment, si la personne qui s'intéresse à Civitas voit ça, partant du fait en plus que la photo de moi-même avait été évidemment savamment sélectionnée pour me donner le côté le plus mussolinien possible, et évidemment ce n'était pas de nature à donner l'impression d'un mouvement dans lequel on serait accueilli avec gentillesse et douceur. Bon. La meilleure réponse que je peux faire à votre question, monsieur, c'est pour tous ceux qui se poseraient cette question comme vous, venez nous voir. Approchez-nous. Entrez en contact avec nous. Venez à un de nos grands événements. Venez à une de ces réunions que je tiens. Je vais en tenir tout au long de l'année à travers toute la France. J'ai aujourd'hui pris des disponibilités de façon à sillonner toute la France tout au long de l'année. Et donc, tous ceux qui veulent appréhender de près la bête d'extrême droite auront l'occasion de la voir de près, de voir que je ne dévore pas les petits-enfants, de voir que je n'arrache pas les mains des personnes qui m'approchent,
et que je suis même plutôt, disons, assez souriant quand les jours sont bons, et que je peux même apprécier des moments de franche camaraderie et de bonne humeur. Et ces gens-là, ayant vu l'animal de près, si j'ose dire, pourront repartir chez eux en étant convaincus que tout compte fait, une fois de plus, les médias leur ont menti, que la réalité est tout autre, et qu'ils auront trouvé, et je le répète, c'est une formule à laquelle je tiens, ils auront trouvé chez nous une famille d'accueil. Et ils auront trouvé chez nous de la douceur et de la charité pour aider les uns et les autres à avancer sur le chemin de la vérité. Je remercie encore une fois notre président Escada. Nous allons peut-être conclure, nous arrêter ici pour il sera possible de le rencontrer pendant au moment du dîner. Et donc, encore une fois, je vous remercie de votre présence. Je crois que mon adjoint Mathieu veut donner quelques consignes pratiques. Et donc, je lui cède la parole. Rappelez pour demain aussi. Oui, pour demain, oui, notamment. Donc demain, on vous attend nombreux à 14h30 devant l'église Saint-Étienne-du-Mont pour rendre hommage à Sainte-Geneviève. 14h15, à partir de 14h15. Oui, si on pouvait arriver un peu en avance, oui, c'est ce que vous préconise le professeur. Donc on va rendre hommage, donc on fera le tour du Panthéon. Donc vous êtes tous les bienvenus et ramenez tous vos amis, vos camarades. Vos drapeaux. Vos drapeaux surtout. Donnez à cet hommage de la tenue. Voilà. Et sinon, une vente de livres est disponible, ça permet de financer aussi la section qui en a bien besoin pour organiser ce genre d'événement et pouvoir aussi multiplier les collages, les tractages, comme parlait tout à l'heure notre cher président, que je remercie. Et brochure à petit prix et à grand intérêt. Voilà, il y en a pour tous les budgets, absolument. Voilà. Et adhésion qui est très importante pour faire vivre le mouvement, car sans ça, le combat ne peut pas fonctionner. Exactement. Voilà. Je tiens vraiment à insister à ce sujet. Hein. Je vous en ai parlé durant la conférence, mais vraiment, ne partez pas de cette soirée, de ce lieu, en vous ayant dit « c'était bien ». Ces gens-là tiennent un bon discours, ils sont, ma foi, sympathiques, ils ont de bonnes idées. Mais bon, je reviendrai la fois prochaine et on verra bien pour la suite. Non. Vraiment, ne laissez pas passer votre chance d'incorporer cette grande famille qu'est Civitas. Rejoignez-nous, rejoignez notre groupe soudé. Oui, faites partie de cette famille. Et donc, ne partez pas, si vous n'êtes pas déjà membre, sans vous engager à le devenir. Il y a des bulletins d'adhésion ici, il y en a assez pour chacun de ceux qui ne sont pas en ordre de cotisation. Et vraiment, encore une fois, je comprends bien que ce n'est pas, et croyez bien, ce n'est pas la tâche que j'affectionne le plus que de devoir appeler à ce que vous ouvriez votre portefeuille, mais ce n'est pas pour votre argent que j'en veux. C'est que je veux vraiment obtenir de vous que vous ayez assimilé cette notion de corps soudé, comme un régiment, comme un bataillon. Vous devez faire partie d'un bataillon, avec tout ce que cela comprend, de solidarité entre nous, de s'épauler les uns les autres. Vous savez, dans une unité militaire, on fait fonctionner à l'entraînement les hommes de telle façon que s'il y a des gens à l'arrière, ceux qui sont à l'avant doivent se soucier de ceux qui sont à l'arrière, parce que si les traînards arrivent hors des délais, par exemple, c'est tout le groupe qui sera puni. Ça fait partie de l'entraînement militaire. Et on voit souvent dans ces cas-là, très vite, eh bien, les plus vaillants prendre soin des plus faibles et les amener à trouver l'énergie et la force pour tenir bon. Eh bien, nous, en politique, nous devons avoir ce même souci. Nous, dans la famille catholique, nous devons avoir ce même souci. Nous devons nous épauler les uns les autres.
Et pour nous épauler les uns les autres, il faut que nous ayons cette notion de corps constitué, et cela passe par cette adhésion. Donc voilà, et nous allons maintenant dîner, donc on va remettre les tables, et puis voilà, on peut dîner. Bon appétit à tous. Et on va faire le bénédicité lorsque l'on sera évidemment installé. Absolument. Merci, merci à tous de votre présence. Alors, déjà, ça a été... C'est bien rempli. Oui, c'est bon, ça désordre.